Tout est design, tout doit donc être innovant. Dans ce brouhaha général, nous allons tenter de nous poser donc les bonnes questions afin d'y voir un peu plus clair et comprendre comment des équipes associant des designers, des chercheurs, des marketeurs permet aux innovations d'être au service de l'humain, c'est important, d'être durables et d'être des succès commerciaux. Pour cela, j'utiliserai une bonne vieille méthode parce que je ne suis pas un professionnel des animations de débat, je suis moi-même designer. Donc je vais utiliser cette formule qui est autour du qui, du quoi, du où, du quand, du comment, du combien et du pourquoi. Donc je vais essayer de passer chacun de nos invités au crible de ces questions pour essayer d'en savoir plus. Donc notre objectif, vous l'avez compris, est assez ambitieux. On a 45 minutes pour vous éclairer de manière simple et accessible grâce à des témoignages factuels sur ce qu'est le design, sur ce que le design et l'innovation peuvent apporter à votre entreprise, à vos collaborateurs, à vos clients et surtout à votre bottom line, parce que c'est très important aussi. Pour que vous puissiez vous souvenir que design et innovation, ça rime avec stratégie, ça rime avec recherche, avec identité, avec marque, avec management, c'est aussi un facteur de management très fort au sein d'une entreprise, mais surtout c'est dédié aux consommateurs, il ne faut pas les oublier. Et que, comme le disait Dieter Rams, que vous connaissez peut-être, qui était designer chez Braun du temps de la splendeur de Braun, grâce à son design, il disait « good design égale good business ». Donc on va faire les présentations. Pour répondre à toutes ces questions, donc Benoît Lavigne, qui est parmi nous, je ne sais pas s'il est là, qui est directeur de la mission à la direction innovation et nouvelles technologies du MEDEF, a souhaité rassembler les meilleurs dans leur domaine, donc ils sont à côté de moi, à savoir Isabelle Janin, qui est à la direction marketing PME de SFR, Michel Ida, au fond, qui est directeur de Minatech, Ideas Laboratory à Grenoble, et Gérard Lézé, qui est directeur du VIA, c'est Valorisation de l'innovation dans l'ameublement, qui est à côté de moi. Donc ils provoquent tous l'innovation, ils imaginent le futur, ils dessinent l'immatériel, ils ont en commun une obsession, une interrogation récurrente, la place de l'homme dans l'innovation. Ce que je disais, l'homme, le consommateur. Et comme le disait, pour le citer Roger Talon, les objets sont là pour nous servir et non pas pour nous desservir. Donc ils vont donc nous éclairer sur ce qu'est l'innovation, le design de service ou design d'interface chez SFR, ou comment l'innovation crée de nouveaux services, donc de nouveaux produits. Ils vont nous expliquer comment au sein du plateau innovation de Minatech, les designers contribuent activement à concrétiser et rendre accessible au plus grand nombre ces innovations. Et enfin, Gérard Lézé va nous dévoiler ses secrets, ces pratiques qui lui permettent avec le VIA de bâtir des relations profitables entre les designers et les industriels et guidés par une obsession, je le connais bien, c'est l'innovation et l'ergonomie. Donc on est parti. On va commencer donc avec Isabelle et je vais vous poser donc cette première question. Qui êtes-vous et quelle est votre fonction au sein de SFR? Moi, je suis Isabelle Janin, donc je suis responsable marketing en fait chez SFR Business Team sur le marché PME. Et donc ma fonction, c'est d'influencer les ingénieurs produits et les chefs de marché dans la création d'offres de demain. Donc comment le marketing contribue-t-il au développement justement de cette innovation et de ces nouveaux produits? Alors en fait, on est plutôt basé sur un système d'analyse de carnet de tendance en fait des marchés, notamment PME. Bon, pour ma partie, ce qui correspond à analyser plutôt les attentes de nos clients. Alors ça peut paraître très basique, mais en fait, il y a un mouvement perpétuel sur le marché. À chaque fois qu'il y a une rupture technologique, en fait, il y a des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes qui apparaissent chez nos clients, chez nos consommateurs, et émergent de nouveaux besoins. Donc en fait, on analyse ces nouveaux comportements, ces nouvelles attitudes pour identifier les besoins futurs et à venir, pour apporter une solution et une réponse à ces besoins. Des solutions, des réponses à des besoins, c'est des produits. Est-ce que vous avez, donc c'est quoi? C'est un projet, une innovation, un produit, un succès
qui a découlé de toute cette méthodologie d'observation de nos vies, de nos comportements, de nos technologies? Alors, par exemple, il y a eu une innovation technologique il y a quelques années de ça, c'était l'Internet mobile. On a vu se développer des offres sur l'Internet mobile, ce qui a créé des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes. Par exemple, ça a libéré complètement le nomadisme des salariés dans les entreprises, ça a aboli certaines frontières avec des relations avec des fournisseurs à l'international. Donc on a fait ce constat-là et on s'est aperçu quand on a interrogé nos clients et les clients de nos clients qui nous disaient en fait les gens sont de plus en plus nomades, sont de plus en plus à l'extérieur de l'entreprise parce que justement ils ont accès par exemple à leur mail et ils ont un téléphone mobile, mais en même temps ils sont de moins en moins joignables. Et je crois qu'on a tous été confrontés à ça. Vous essayez de joindre un collaborateur dans une entreprise, ce qui se passe à l'heure actuelle, vous laissez un message sur son téléphone fixe, vous laissez un message sur son téléphone portable, vous doublez avec un mail, et pour peu que vous ayez un accès avec un communicateur qui est une plateforme de communication en interne, vous rajoutez encore un message communicateur. Ce qui génère en fait du stress chez les collaborateurs, tout simplement parce que vous devez écouter les messages du fixe, les messages du portable, lire vos mails et vous ne en sortez plus. Donc, par rapport à ce constat-là, on a inventé une solution qui est une solution de convergence fixe et mobile. Qui est pour nous la première offre de cloud téléphonie. Donc en fait, il s'agit d'avoir un PABX qui est virtuel, qui est centralisé chez l'opérateur. Et en termes de service, ce que ça permet d'avoir, c'est par exemple d'avoir un numéro unique pour joindre le collaborateur. Vous l'appelez sur votre fixe, il n'est pas sur le site de l'entreprise. L'appel se poursuit sur son portable. Il a également un répondeur unique, donc ce qui libère à nouveau des nouveaux comportements. Donc voilà, on est en permanence en itération avec ce marché. Les nouveaux comportements, par exemple, qu'on identifie, c'est le multi-équipement et notamment sur des populations du type commercial. Vous avez maintenant des smartphones, des tablettes ou des PC portables. Et à un moment donné, on s'aperçoit que c'est pareil, vous ne pouvez pas consulter les deux devices. Donc il faut aussi assurer toutes ces synchronisations du multi-device pour que pour que le collaborateur puisse retrouver son environnement, son poste de travail, son bureau, quel que soit le device utilisé, que ce soit un bureau fixe dans l'entreprise ou que ce soit sa tablette ou son smartphone pour qu'il puisse avoir ses applications métiers, par exemple entre autres. Un commercial, ça va être une application du type Salesforce, une CRM connaissance client. Donc voilà où on en est. Donc c'est un produit, votre offre, c'est rassembler tous ces devices, toutes ces informations. Exactement. Avec un système. Pour répondre à un besoin, c'est être joignable, parce que c'est quand même principal dans une entreprise, c'est de pouvoir joindre, parce que derrière, on sait très bien que les contacts, c'est du business, donc voilà, on est reparti vraiment de ce principe-là. On observait une rupture qui a effectivement changé des comportements, des attitudes, et à partir de là, on a analysé des attentes, ou plutôt des points de crispation dans les entreprises, et on s'est dit comment on répond à ça. Alors après, comment ça marche en interne chez SFR Business Team? Donc voilà, on travaille plutôt sur cette problématique de tendance marché, d'analyse des attentes. On travaille également avec la direction de la stratégie, parce qu'aucune boîte n'est philanthropique, on va dire. Donc il faut quand même que ce marché représente un business. Donc on analyse également l'opportunité business et les coûts de développement que ça nécessite. Et puis on se retourne vers la direction de l'innovation. On a des ingénieurs télécoms qui imaginent les produits de demain qui vont permettre de répondre à ces attentes-là. Donc vous avez votre scénario produit, vous avez détecté un besoin. Techniquement, ça peut être viable, financièrement, c'est intéressant, mais il faut que ça soit attractif. Est-ce que vous faites intervenir des designers pour essayer de faire en sorte que cette solution ne soit pas encore une complexité de plus, mais ça soit réellement quelque chose à l'usage évident, intuitif. Intuitif, voilà. Alors, après, l'intervention de l'aspect design, voilà, nous, le design chez SFR ou SFR Business Team ou SFR Grand Public, il est plutôt sur un aspect simplification d'usage. C'est simplicité de l'utilisation de ces offres-là. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille. Alors toujours dans les tendances marché, il y a des choses qu'on observe chez les chefs d'entreprise à l'heure actuelle. Enfin, je pense que personne ne va le nier.
Un chef d'entreprise à l'heure actuelle, ce qu'il réclame, c'est de se concentrer sur son cœur business, sur son cœur métier. Et voilà, il n'a plus envie d'être un spécialiste des télécoms, il n'a plus envie de s'occuper de tout ça parce que c'est vrai que ça se complexifie. Donc on ne va pas lui demander de comprendre ce que c'est qu'une offre Centrex, on ne va pas lui demander de réaliser l'interface de le répondeur unique pour quel collaborateur. Donc on met en place en fait des produits simples et le design intervient sur la création d'interfaces très simples à paramétrer chez nous, soit par nos distributeurs, soit éventuellement par le client quand il demande à prendre le lead sur ce type d'aspect. D'accord, donc c'est un design d'interface, c'est quelque chose d'assez nouveau dans le monde du design, l'interface, donc c'est un design virtuel, un design qui va permettre d'accéder à des informations, de gérer des informations, donc vous travaillez donc avec des designers d'interface pour améliorer l'intuitivité et créer une identité sans doute spécifique SFR autour de vos produits. Autour de nos produits. Alors on tient vraiment à ce mot simplicité qui est vrai qu'un mot un petit peu courant et surutilisé. Mais pareil, on se recolle toujours par rapport à des attentes on se recolle toujours aux consommateurs en fait. Quand on imagine des interfaces, également on les fait tester auprès des consommateurs. Donc on mène à bien des études du type observation ethnologique. Donc on regarde comment la personne utilise le produit, qu'est-ce qu'elle en fait, est-ce que c'est simple, et après on pallie éventuellement on revient, on retravaille par itération avec le designer pour resimplifier l'interface. Ou alors quand vraiment on est arrivé au bout de la simplification, ça veut dire qu'il faut mettre en place plutôt des services d'aide à la prise en main ou de formation. D'accord. Donc je vous poserai une dernière question, c'est pourquoi vous travaillez avec des designers ? Puisque vous avez la technique, vous avez la marque, vous avez le produit, c'est quoi la valeur ajoutée apportée par le design ? Après, il faut que le produit soit quand même attractif, voilà. Et je reviens vraiment sur le côté simple d'utilisation parce que je pense que le designer peut apporter également tout ça chez nous. Oui, puis surtout, ça permet aussi de faire en sorte que le produit soit écrit avec, comment dirais-je, l'identité propre qui est celle des SFR. Et donc, forcément, le designer va maîtriser l'image de l'entreprise ou en tout cas faire en sorte que ça soit un produit SFR. Exactement. Et donc, reprendre vos mots-clés, vous parliez de simplicité, donc effectivement, c'est ce qui va l'animer. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer à un deuxième intervenant, Michel Ida. Volontiers. Donc, je voudrais vous poser une question simple, comme je l'ai posée. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et pourquoi? Bonjour. Bon, est-ce que vous m'entendez? Non? Peu. Bon, on va essayer de trouver un autre micro. Celui-ci fonctionne mieux? Non plus? Celui-là? Peut-être prendre ma place. Allez. Voilà, là ça va mieux fonctionner, je pense. Donc je suis Michel Ida, donc je dirige depuis une dizaine d'années un plateau d'innovation qui fonctionne en mode innovation ouverte et partagée, donc à Grenoble. Et innovation ouverte et partagée au sens de l'OCDE, c'est-à-dire qu'on travaille en mode mutualisé entre plusieurs entreprises, des collectivités territoriales, donc des grands groupes, des PME et des écoles ou des universités, pour faire face ensemble à cette question d'innovation. Et pourquoi on l'a créé? Alors, il y a eu deux raisons. D'une part, la raison géographique. À Grenoble, on a une énorme centrale technologique qui se trouve au confluent des deux rivières, l'Isère et le Drac, et qui prend maintenant la forme d'un campus technologique qui s'appelle Giant. Et vous avez un stand juste à côté. Je vous renvoie après la conférence au stand Giant. Et donc ça, c'est la première raison, parce que je dis toujours que c'est bien d'avoir des idées, mais il est vraiment important de pouvoir réaliser ces idées. Il y a une citation, je crois, c'est ce qui sépare le génie de la folie, c'est l'œuvre réalisée. Et donc c'est vraiment ça. Avoir des idées, c'est extrêmement bien. Impliquer des designers dans la boucle de conception et impliquer l'humain dans la boucle de conception pour faire émerger ces idées, c'est très bien. Mais ne pas les réaliser, c'est une catastrophe. Et donc on a la capacité, avec ces 15 000 ingénieurs et chercheurs qu'on retrouve sur le campus technologique Giant et Minatech, de passer à la réalisation. Donc ça, c'était une première raison. La deuxième raison, c'est vraiment l'implication de l'humain dans la boucle de conception, tout au début, dans la phase d'émergence d'idées.
Et ça, c'est très très important. Et en mode ouvert, c'est-à-dire au croisement des regards. Donc on est allé, vous savez, on était sur un mode, on va dire schumpeterien depuis pas mal de dizaines d'années, donc en technologie push. Et là, on est allé s'associer aux gens des usages, des sciences humaines et sociales dans un premier temps, il y a une dizaine d'années. Et puis, depuis 6 ou 7 ans, donc aux designers en particulier, qu'on a impliqué massivement donc, dans le processus d'innovation, parce que le designer est déjà par formation à cette intersection des business, des usages et des technologies. Donc là, a impliqué très fortement dans la boucle de conception. Donc voilà la raison du pourquoi. Donc Grenoble, vous l'avez dit, où ça se situe à Grenoble, parce que effectivement Grenoble possède un pôle de compétitivité. Voilà. Alors ce que j'ai pas dit par contre, donc pôle de compétitivité minalogique bien entendu, hein, qui est un pôle d'envergure mondiale et qui a servi de référence pour la construction des pôles. Mais ce que j'ai pas dit, c'est avec qui on fait ça. Donc au sein du CEA, bien entendu, mon entreprise, et puis les entreprises qui travaillent autour de nous, on est en recherche technologique, donc au contact de plusieurs centaines de partenaires industriels, grands groupes et PME. Et au sein de ce plateau d'innovation à IDEAS Lab en particulier, on va associer des gens comme par exemple le groupe Bouygues dans toutes ses composantes, hein, Bouygues Télécom, Colas les routes, jusqu'à TF1 ou Alstom, en passant par le mobilier. Et puis des gens comme Renault, hein, autour des véhicules électriques en particulier, de ST Microelectronics aux composants. Des écoles comme Grenoble École Management, l'Université Pierre Mendès France dans le domaine des sciences humaines et sociales, Grenoble École Marketing, je l'ai cité, pardon, l'INP Grenoble, donc la partie ingénieur. Donc on voit bien on associe comme ça tout un tas de compétences jusqu'à des collectivités territoriales quand il s'agit de réfléchir par exemple à la cohérence entre l'aménagement du territoire, l'accès à l'habitat, l'évolution de l'habitat, l'évolution de la mobilité, et ne pas penser séparément ces différentes composantes pour pouvoir innover à ces carrefours et faire émerger de nouveaux champs d'innovation et de recherche et développement. Alors justement, donc vous avez trouvé un lieu, vous avez écrit un scénario de fonctionnement, j'allais dire d'entreprise ou en tout cas de projet. Est-ce que vous auriez un exemple, une innovation ou un projet que vous avez développé sur le plateau d'innovation ? Alors oui, je pourrais citer plusieurs exemples, hein. On a en fait dans ce plateau d'innovation 3 composantes. Il y a une composante qui est plus arrêt-science orientée vers la société, une autre qui est plus IDEAS Lab orientée vers l'industrie, et puis on est en train de construire notre antenne parisienne dans les années qui viennent. Alors, je vais passer peut-être sur les expériences d'il y a 10 ans où on a fait émerger tout ce qui concerne la capture de mouvement que vous retrouvez aujourd'hui hein, dans ces petits objets, dans les consoles de jeux et autres. Peut-être pour me concentrer sur quelque chose que vous pouvez trouver sur YouTube ou Dailymotion. Ça s'appelle Extreme Prototyping et c'est un exemple de nos méthodes de travail. Donc il y a un petit film de 3-4 minutes que vous pourrez retrouver sur YouTube en tapant Extreme Prototyping ou IDEAS Lab. Et sur notre site web, on doit le retrouver aussi. Alors, en quoi ça a consisté ? Sur un temps très court, hein, évidemment c'est préparé à l'avance, on a réuni donc, sur 4 jours et 3 nuits environ 60 participants, dont la moitié à peu près étaient justement des designers industriels. Et donc l'ensemble de ces participants provenaient d'une douzaine de nationalités différentes. Et on les fait travailler ensemble en 4 étapes. Hein. Une première étape sur le partage de savoir, hein, avec des méthodes qui sont proches de celles que vous retrouvez à l'École des Mines de Paris, de type concept knowledge, et l'arborescence de ces concepts et de ces savoirs qu'on va pouvoir mettre en relation. Une deuxième étape donc de formalisation des concepts pour préciser ce que peuvent être ces idées de produits et de services associés à ces produits d'usage. Une troisième étape de prototypage rapide. Donc là évidemment c'est sommaire hein, avec des kits de développement rapide de type Arduino en électronique ou d'autres en mécanique. On s'appuie sur notre Fab Lab, hein, un centre de conception rapide et de prototypage rapide. Et puis le 4e jour on va mettre ça en situation réelle, c'est-à-dire en situation d'usage. Et donc là, l'objectif, c'était de travailler sur le véhicule électrique avec 3 questions. La première question, c'était « Et si vous viviez dans votre véhicule, qu'est-ce que ça devient ?» Et si vous connectiez votre véhicule au réseau,
comment vous connectez le véhicule et comment sont designées les interfaces. Et puis troisième question, on veut éviter la grosse prise ou la recharge au réservoir, et justement comment recharger le véhicule sans passer par une prise lourde qu'on va brancher sur le véhicule. Ça a fait émerger évidemment quelques centaines d'idées dans une ambiance absolument, on va dire, agitée, digne des processus de créativité dont on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis on a élaboré 7 ou 8, je crois, concepts un peu plus avant, avec des maquettes associées, une mise en situation réelle. Tout ça en 4 jours. Donc je vous renvoie à YouTube si vous le souhaitez pour voir ce petit film. Donc c'est à peu près, Minatech, c'est à peu près combien d'ateliers, combien de projets par an? Donc on n'entend plus rien là? 1, 2, 3. Moi on m'entend. Il n'y a plus de son. Vous entendez? Oui, ouais. C'est bon. Donc dans le plateau d'innovation, bon, j'ai du mal à quantifier le nombre du projet, mais c'est quelques dizaines de projets qu'on va traiter. Alors il y a des projets qui sont très courts et d'autres qui vont être pérennes sur 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans. D'accord? Et à l'intérieur de ces projets, on a intégré, donc d'une part l'humain, les utilisateurs à tous les niveaux, dans la phase de conception, de créativité, dans la phase d'élaboration des concepts. Alors un peu moins dans la phase de réalisation des maquettes, parce que ça c'est quand même un métier à la fois de designer et d'ingénieur. Et puis évidemment dans la phase de test des usages. D'accord, donc vous avez tous les passages obligés pour arriver à un produit qui fait sens et qui peut s'approprier, qui peut être approprié par le consommateur. La question du sens est fondamentale, parce qu'effectivement ce que l'on regarde en premier du point de vue des usages, c'est quel est le sens de ces innovations dans notre vie de tous les jours. Tout à fait. Alors vous avez, il y a 1 année ou 2 maintenant, accueilli au sein de Minatech l'ENSI. L'ENSI, c'est l'École nationale supérieure de création industrielle, qui a une classe, je ne sais pas comment on appelle ça. Une résidence à Grenoble maintenant. Voilà, une résidence à Grenoble. Pourquoi intégrer des designers dans le processus de génération d'idées ou de projets? Alors, pourquoi les intégrer? Je l'ai un peu dit tout à l'heure. D'une part, les designers, par formation, on s'est aperçu dans les années 2004-2005 qu'ils pouvaient vraiment avoir un rôle stratégique et important dans le processus d'innovation et de conception de par leur formation. À l'intersection des business, donc de leurs clients, des usages de la société évidemment, et puis à l'affût de toutes ces nouvelles technologies disponibles sur les étagères ou en passe de le devenir dans les laboratoires de recherche et développement. Donc ça, c'est une des raisons. Maintenant, pourquoi on les intègre au cœur de la technologie ? Là, la réponse est assez simple, c'est qu'un designer qui travaille depuis son agence de design ou depuis son école, il est un peu déconnecté justement de ces aspects high-tech et technologie et de cette imprégnation des technologies. Alors, c'est très bien d'être imprégné des usages dans la vie de tous les jours, mais quand on est un peu trop loin des technologies, en particulier ces technologies qui évoluent tous les 6 mois, comme vous le savez, on peut arriver à raconter n'importe quoi. Donc depuis 2-3 ans, on a décidé vraiment de plonger ces designers, donc non seulement des étudiants, mais aussi des agences, au cœur même de la conception et au cœur même des laboratoires de recherche et développement. C'est ça la raison. Donc on accueille entre 15 et 20 étudiants maintenant dans la résidence de l'ENSI Grenoble, qui est piloté donc par Christophe Chedal-Anglais à Grenoble et bien évidemment sous la houlette de l'ENSI Paris rue Saint-Sabin, les ateliers. Et c'est quelque chose qui fonctionne maintenant depuis 3 ans, avec des étudiants qui viennent passer en moyenne 6 mois avec nous, en 2 phases de 6 mois chaque année. Donc ils sont intégrés dans les équipes projets? Ils sont intégrés dans les équipes projets et ils ont un lieu de rendez-vous qui leur est dédié, donc de quelques centaines de mètres carrés, avec évidemment toute la palette d'outils et de conception et de réalisation qui leur permet de travailler. D'accord, donc leur rôle aussi, c'est aussi peut-être de mettre en avant, de mettre en usage ces innovations et de les rendre perceptibles, de les rendre utilisables, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Leur rôle, c'est à la fois de nous aider à faire émerger les idées avec les ingénieurs et les utilisateurs, effectivement de leur donner une forme, une expression et une première visualisation pour pouvoir mettre ces maquettes entre les mains des utilisateurs et tester les usages avant d'injecter massivement de l'argent dans les projets de recherche et développement. En fait, ce qu'on veut faire, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment s'assurer, avant d'injecter massivement de l'argent dans des projets de recherche et développement, qu'il y a un vrai intérêt pour les gens.
plutôt que de parler d'utilisateurs, je préfère de parler des gens, parce qu'avant d'être des utilisateurs, on est d'abord des gens. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les utilisateurs, bon, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez si ça a du sens pour lui, telle ou telle chose, il va vous dire foutez-moi la paix, laissez-moi passer, etc. Donc on est là pour proposer des choses et tester avec ces gens dans la vie quotidienne que ça a du sens ou que ça aura du sens pour eux dans leur vie quotidienne, dans 1 an, 2 ans ou quelques années de plus, pour pouvoir... Alors, on n'a jamais une garantie à 100%, mais on cherche à rassurer nos patrons respectifs que c'est à cet endroit-là qu'il faut investir ou au contraire qu'il ne faut pas investir. Hein. Je vous donne un autre exemple, mais très rapidement. On avait travaillé à une époque, il y a très longtemps, sur la pharmacie communicante. Tu sais, ces armoires à pharmacie, voilà, qui ont un peu disparu de nos placards, justement. Alors, aux États-Unis, ça a eu énormément de succès, ce concept de pharmacie communicante, et en France, pas du tout. En Italie non plus. Ça a systématiquement dérivé sur la cave à vin communicante. C'est-à-dire que les gens nous disaient mais les médicaments ils sont partout dans les tiroirs, etc. Le seul truc qu'on a bien rangé dans tous les endroits où je veux savoir quel est le flacon que je veux utiliser à telle date, etc., c'est la cave à vin. Donc ça a fait émerger un autre produit qui est la cave à vin communicante. Ça date d'il y a 7-8 ans maintenant, donc c'est un peu plus ancien. D'accord, je vais vous poser une question un petit peu casse-pied, mais il n'y a pas forcément de réponse, parce que s'il y avait une réponse, tout le monde les utiliserait, mais quand même, j'aimerais bien avoir votre vision. Comment on crée une ambiance, un climat, un esprit autour de la création et de l'innovation? Parce que vous êtes à l'origine de pas mal de choses, vous êtes un espèce de catalyseur, vous mettez des gens dans un même bocal, et est-ce qu'il y a, parce qu'on a des chefs d'entreprise avec nous, on veut tous provoquer de l'innovation, est-ce qu'il y a des petites recettes, bien qu'elles, si elles existaient, tout le monde les utiliserait, je l'ai déjà dit, mais... Comment on peut faire les choses ? Il y a un climat qu'il faut créer. Hein. Si Jacques Attali était avec nous, il est passé nous voir quelquefois et il sera dans notre prochaine IDEAS Day. En tout cas, on l'a invité. Il dirait ce qu'il faut créer en premier lieu, c'est de la convivialité. C'est-à-dire que l'équipe, même si elle est multidisciplinaire, comme je l'ai expliqué, et multi-entreprise, hein, depuis des PME jusqu'à des grands groupes, des collectivités, et il faut que créer vraiment cette ambiance où quelque part on a l'impression d'avoir une bande de copains qui travaillent ensemble. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est à ce moment-là que les gens vont se dépasser et c'est à ce moment-là que ça va vraiment prendre. Bon, ça suppose quoi? Ça suppose de changer un peu les modes de management, évidemment, de créer une structure, en particulier en Open Innovation, on est forcément dans un management un peu différent, évidemment, et ça suppose aussi des outils. Donc des outils, alors on a un showroom absolument magnifique qui permet de partager, de faire émerger des idées, de se montrer différentes choses. Je vous invite aussi au salon Experimenta, qui est un salon qui va avoir lieu du 5 octobre au 8 octobre à Grenoble dans Minatech, où là on aura une centaine, ou enfin en tout cas quelques dizaines de démos construites à la fois par des artistes et des ingénieurs. Donc il faut provoquer ce genre de rencontres et avoir ce genre d'amorçage. Hein. Ça passe aussi par, j'ai raconté tout à l'heure, ce que j'appelle les Fab Labs, hein, c'est quelque chose qui est né du MIT, Media Lab et Design Lab à Boston. Hein. Et donc là, c'est vraiment cette capacité de prototyper rapidement et que tout un chacun puisse quasiment réaliser une maquette de ce qu'il a envie de faire en 2 coups de cuillère à peau. Donc c'est ces outils de convivialité, de partage, de créativité, on appelle ça nous des smart rooms ou creativity rooms. C'est vraiment des endroits qui sont à l'inverse de celui dans lequel on se trouve. Excusez-moi pour les organisateurs, c'est normal, hein, c'est le protocole, mais on va chercher plutôt à se retrouver dans un environnement très agréable avec donc des choses très colorées, des salons, des choses comme ça, hein, et puis tous les moyens qui vont faciliter le travail collectif, le travail en réseau, l'accès à l'information et toutes ces choses-là. On retrouve ces choses-là à différents endroits sur la planète. Hein. On le retrouve au MIT Media Lab Design Lab, à l'ITRI à Taïwan, au Creativity Lab, qui est piloté par Wen Zhenshu, une chinoise qui a été formée pendant 7 ans au MIT. Il y a quand même quelques endroits. Et nous, on l'a créé en Europe, ici, en tout cas de manière collective et accessible à toutes les entreprises, à Grenoble et bientôt à Paris. On le crée aussi chez Schneider, puisque je suis patron du design chez Schneider, où on a il y a tout un tas de 2 fois par an, effectivement, plateaux créatifs privés, bien des plateaux créatifs privés avec des populations, j'allais dire, volontairement hétéroclites, pour éviter justement les schémas et partir dans des chemins de traverse qui peuvent aboutir à des idées parfois très intéressantes et aussi des notions de management, de connaissance, de communication entre les gens. Au-delà de l'ambiance, au-delà de l'ambiance, pour créer ces conditions, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait des temps forts où on se retrouve, où ça va se cristalliser. Donc, nous, depuis plusieurs années, on a monté une biennale à Art Sciences Entreprises qui s'appelle les Rencontres EI. Là aussi, vous le trouvez sur le net, hein, les Rencontres EI. Et dans le cadre de cette biennale, on organise, entre autres, alors là, ça sera le 6 octobre, toujours à Grenoble, à Minatech, à 5 minutes de la gare, ce qu'on appelle un IDEAS Day.
Cette année, on va le centrer sur quelque chose qui nous intéresse tous, c'est quelle est justement quelle serait l'importance, quelle est l'importance du récit, de la narration, des histoires qu'on se raconte dans les processus d'innovation, et on va l'appliquer à imaginer une société post-énergie fossile. On se met des objectifs très lointains pour pouvoir fédérer. Et donc, on a invité tout un tas de personnages un peu de différentes provenances, toujours pour dans l'esprit de croiser les regards. Hein. Donc, Jacques Attali, Théodore Zeldin, qui est cet historien anglais qui a beaucoup écrit qui a écrit les Histoires des passions françaises, hein, qui est un éminent philosophe. Luc Jacquet. Donc vous savez, c'est notre réalisateur qui a eu un Oscar à Los Angeles pour La Marche de l'Empereur et qui viendra parler de ses projets de bâtiments autonomes, de tempétarium de glace, etc. Des gens comme Bertrand Barré, donc, qui est le designer en chef de Zebra Company, qui travaille sur l'évolution de l'implantation des villes, des modèles de construction de villes, d'urbanisme. Des gens comme Étienne Klein, qui a beaucoup travaillé sur le temps, sur les nanotechnologies, ces choses-là. Évidemment, nos directeurs d'instituts au CEA. Donc, comme Riyad Kamoun, ici au LIST à Paris, sur tout ce qui est robotique, réalité virtuelle et autres. Didier Marsac sur l'énergie. Et Laurent Mallier, ou un de ses remplaçants, sur l'électronique, la microélectronique et toutes les technologies afférentes. J'en ai oublié, hein. Forcément. Oui, j'ai oublié par exemple Frédéric Chaumet, qui est un spécialiste du climat, un peu dans la même mouvance que Jean Covici. Donc tous ces gens-là vont se rencontrer, ponctués d'intermèdes sensibles, hein, comme on le fait à chaque fois maintenant. C'est plus un forum, un lieu de rencontre. Hein. On a 400 places, malheureusement, on est toujours obligé de refuser du monde. Donc si vous souhaitez vous inscrire, inscrivez-vous vite. Et je pense que vous devez pouvoir trouver l'adresse en tapant I10D, ou en tout cas sur le site des rencontres I, vous le trouverez sans problème. Hein. Très bien. Donc pardon, I10D IDEAS, DAY, et rencontre I, ça s'écrit rencontre au pluriel avec un I juste après. Au début, c'était les rencontres de l'imaginaire, et comme la marque était un peu protégée, on est revenu aux rencontres I. Bon, donc on peut le voir, il y a beaucoup de passion dans l'innovation, il en faut, ça ne peut pas fonctionner sans. C'est une passion, c'est un travail permanent, c'est même pas un travail. Et en tout cas, c'est une belle énergie que vous démontrez là en nous expliquant tous ces projets. Alors on va passer à Je vous remercie, Frédéric. Un troisième intervenant qui est Gérard Lézé, qui est lui aussi absolument passionné depuis combien de temps maintenant au VIA ? 16 ans. 16 ans au VIA. Donc il va nous expliquer le VIA, c'est valorisation de l'innovation dans l'ameublement. Alors je vais lui poser la première question, c'est quoi le VIA, Gérard ? Alors le VIA, c'est un organisme institutionnel privé qui a 30 ans d'existence, qui a été créé par les industries françaises de l'ameublement. C'est un paradoxe d'ailleurs, puisque en fait, ce secteur industriel avait pour réputation d'être très ancré dans le style historique et la revisitation des styles en succès. Donc par rapport au secteur très technologique, mais en fait cette initiative a été prise parce que justement ces industriels ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas rester cantonnés dans la revisitation de style historique et qu'il fallait s'inscrire dans la modernité, sachant qu'on a deux enjeux dans cette démarche qui sont évidemment complémentaires aux vôtres. C'est d'intégrer et d'accompagner les technologies qui immanquablement vont s'introduire dans nos lieux de vie, partout, domestiques, professionnels, de loisirs, et en quantité. Et ils se renouvellent. Et deuxièmement, d'améliorer le confort de nos contemporains, donc des usagers, puisque pour utiliser vos technologies, il faut s'asseoir. D'ailleurs, une des dernières études que j'ai pu toucher démontre que la nouvelle génération va s'asseoir 4h30 de plus par jour que la génération précédente à cause de vos engins, puisque c'est la génération qui joue. Et on a d'ailleurs au travers d'un atelier privé que nous avons développé il y a très peu de temps, avec différentes compétences autour justement de cet usage des nouvelles technologies et du confort qui doit l'accompagner. On a constaté qu'un jeune aujourd'hui pouvait être connecté 5 fois simultanément. Alors ne me demandez pas si c'est moral ou pas. En tous les cas, on comprend pourquoi il y a des pédopsychiatres qui s'occupent de ce genre d'addiction. Alors, notre première vocation historique, c'est de révéler des talents au sortir des écoles. Pour ce faire, on suit l'activité d'une trentaine d'écoles en France et d'une dizaine à l'étranger. Et à la sortie, d'ailleurs, nous finançons un certain nombre de projets. Et ça, c'est la particularité du VIA, c'est de financer des projets pour les prototyper. Et là, je suis d'accord avec toi pour reconnaître l'importance
du prototypage pour convaincre, et pas seulement convaincre ceux qui vont à la fin les utiliser, mais utiliser les produits, mais également les acteurs professionnels, parce que ils ont besoin d'être convaincus, et le langage du milieu créatif ou du milieu de la recherche n'est pas forcément perceptible par ceux qui transforment en objets tangibles pour les destiner ensuite à la consommation. Et donc ça, c'est une particularité qui fait l'unicité du VIA sur un plan mondial. Nous sommes le seul organisme, j'aime insister sur ce fait, qui assure cette prestation. Même les Italiens nous envient. Donc soyons, je suis un peu cocorico, mais je crois que ça mérite de le dire. D'ailleurs, vous êtes présent chaque année à Milan. On est présent à Milan, et d'ailleurs beaucoup de designers français travaillent avec les entreprises italiennes grâce à cette présence régulière du VIA à Milan. Aujourd'hui, j'ai dénombré à peu près 60 entreprises italiennes qui travaillent avec des designers français. Et bien sûr, il y a Philippe Starck, mais enfin, il y a aussi plein de jeunes que nous présentons à cette occasion. Alors ça, c'est la première vocation. Ensuite, nous avons, parce qu'on s'est aperçu très vite, comme vous tous, que ça ne suffisait pas de donner comment dirais-je, une mission à un designer pour qu'on aboutisse à quelque chose d'opérationnel et surtout de successful. Donc on a développé un observatoire à Mons pour travailler sur tous les facteurs influents dans le domaine de la création et de l'innovation. Alors bon, par exemple, quand on étudie les nouvelles technologies, il est bien évident que ça va directement avoir une influence sur à la fois la façon dont on va intégrer d'une façon aimable dans notre habitat ces nouvelles technologies, parce que bien souvent le consommateur final les considère comme des espèces d'appendices ou de choses qui ne sont pas très très agréables, c'est pour ça qu'il les planque. On a vu toute la génération, vous savez, des télévisions sous des nappes juponnées, parce qu'il n'y avait pas de solution mobilière. Et aujourd'hui, vous prenez le monde du travail, par exemple, vous avez pu voir l'évolution de la configuration d'un meuble bureau. On a eu des meubles avec retour parce qu'il y avait des machines à écrire, et après des gros computers qui étaient gros comme des machines à laver. Maintenant, on n'a plus besoin. Donc ça se passe autrement. Et on a donc de ce fait, par exemple, imaginé ce qu'on appelle un banc de travail collaboratif, où justement les entreprises qui travaillent par projet peuvent réunir autour d'un même pôle mobilier, avec tous les ustensiles technologiques qui s'inscrivent dedans, différentes compétences pour travailler sur un projet, et ça se démonte, ça se remonte, ça s'agrandit, ça se diminue en fonction de l'importance du projet. Donc ça, c'est l'autre apport que nous avons greffé sur notre mission initiale. Et puis ensuite, nous avons une activité de conseil auprès des entreprises, toujours dans un sens pédagogique, pour favoriser l'introduction de cette discipline auprès de chefs d'entreprise qui n'ont pas la culture, ou ne comprennent pas bien cette discipline, ou n'ont pas non plus les moyens, ou le disent-ils, ou font un complexe par rapport à l'usage qu'on pourrait faire de cette discipline, et donc s'en privent, alors qu'ils pourraient, et ils devraient, comme toute autre discipline qui rentre dans le cadre du management d'une entreprise, l'utiliser. Très bien. Donc justement, on parle d'entreprise. Quel type d'entreprise travaille avec le VIA et avec tes équipes ? Alors on est très, très large en termes d'application, puisque en fait dans notre secteur d'activité, on va qualifier d'art décoratif, on a aussi bien des ateliers qui font de la pièce unique, qu'on appelle des ateliers d'art, que de l'industrie donc de très grande performance, de biens de consommation mass market, qui va débiter du panneau par exemple de particules, que vous voyez. Enfin, c'est un volume important aujourd'hui, puisqu'en fait le fondement même de l'industrie du meuble, ça a été l'arrivée du panneau de particules dans les années 60. Et donc, vous connaissez Ikea, qui leur débite un grand nombre. Donc, ça va de ces ateliers jusqu'aux entreprises importantes, et ça va de produits que j'appelle de premier équipement jusqu'à des produits de luxe, de haute facture, parce que l'esprit français reste prédominant sur la base d'un luxe art décoratif, et c'est grâce à ces produits de haute facture que l'on peut conquérir des marchés à l'export, notamment auprès des riches, mais aussi auprès de chantiers institutionnels ou de chantiers d'hôtels et de restaurants de prestige partout dans le monde, l'esprit français de ce point de vue étant particulièrement apprécié.
Alors justement, donc, on a vu qu'il y avait des entreprises de luxe, il y a des entreprises très industrielles qui travaillent avec le VIA. Comment arrive-t-on à provoquer l'innovation? Comment arrive-t-on à innover dans ce monde qui est, on l'a vu, on le sait bien, est saturé de produits et saturé d'offres? Comment on arrive à provoquer cette innovation qui va faire qu'on va faire un succès, qu'on va bâtir une notoriété d'entreprise, qu'on va réussir à exister dans ce monde saturé, comme je le disais? Oui, alors justement, le propre même de l'innovation et le rôle du design, c'est précisément de surfer avec toutes les évolutions comportementales de chacun d'entre nous, influencés qu'on peut être par tout ce qui arrive autour de nous, les nouveaux outils qui sont mis à notre disposition. Bon. Et bien évidemment, ils sont légion. Et de ce fait, il est paradoxal, si vous voulez, par rapport à l'évolution purement technologique que l'on perçoit le mieux, hein, je veux dire dans l'automobile, dans l'électronique, dans la hi-fi, etc. Eh bien, nous, dans notre secteur, à chaque fois qu'on introduit un nouveau produit, il doit cohabiter avec des Louis et des Napoléons. Et quelqu'un qui a son intérieur aménagé en Louis et Napoléon ne se privera pas d'avoir le dernier cri de télévision, ni ne se privera d'avoir un computer dernière génération ou un téléphone portable génération. Bon, c'est ça le paradoxe. Alors, évidemment, ça peut paraître une trahison que de faire ça, mais en tous les cas, nous devons d'adapter d'une part tout ce qui existe, tous les produits existants à la façon dont les gens utilisent à la fois leur habitat et se positionnent sur le plan corporel dans cet habitat. Et donc, par exemple, si vous prenez les chaises sur lesquelles vous êtes assis, eh bien, elles sont aux normes du 19e siècle, alors que la nouvelle génération a pris 6 cm de plus que leurs grands-parents. Ça commence comme ça. Bon, imaginez qu'on fasse la même chose dans le vêtement et les chaussures. Bon. Mais ça concerne aussi l'automobile. Hein. C'est-à-dire que quand j'en parlais avec Patrick Lequément, qu'on connaît tous, dire jusqu'à quand va-t-on faire un siège unique, que vous soyez d'1,90 m ou d'1,50 m? D'accord ? De la même façon, jusqu'à quand allons-nous faire un clone du siège conducteur pour le siège passager, qui n'est pas dans la même posture active qu'un conducteur, mais qui dort au bout de 5 minutes, et donc quand vous voulez dormir dans le siège passager, vous mettez les pieds sur le tableau de bord, vous vous mettez en position fétale accroché à la ceinture de sécurité. Bon. Jusqu'à quand? On se dit, au XXIe siècle, il y a quand même des grands penseurs, vous avez 60 designers chez Renault, personne n'a tenté. Quand on vous dit, ça fait 10 ans que je fais des conférences chez eux, on vous dit, ah bah oui, mais vous comprenez, c'est compliqué, puis alors quelle quantité on va produire et tout ça. Bon, voilà. Et l'airbag, il n'est pas à la même hauteur, on va le prendre, enfin bon. Alors justement, si on pose ce genre de questionnement, c'est pour que toutes les compétences en termes de recherche et de développement, en termes de design, en termes d'ingénierie, trouvent la solution pour que nous, usagers, on soit mieux confortablement installés. Bon, alors dans notre cas de l'habitat, de l'organisation du travail, en ce moment on travaille sur l'hôpital de jour pour l'hôpital Saint-Antoine, vous pensez bien que cette notion du confort est pour moi la priorité. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour commencer, que ce soit pour un style Louis ou un style Napoléon, adapter les dimensions d'un siège à la morphologie humaine d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les jeunes générations, pour 10% d'entre elles, mesurent plus d'1,90 m. Alors vous comprenez bien que si on ne suit pas cette courbe en termes d'ergonomie, on est mal. Et puis par ailleurs, eh bien, il faut savoir que si nous, dans notre secteur, on est moins sous l'impulsion de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies, parce qu'on utilise beaucoup du bois et des choses classiques, eh bien, je considère que les éléments que l'on travaille doivent être considérés comme des éléments semi-finis. Ils ne sont finis que lorsqu'ils sont précisément confrontés aux éléments technologiques qu'ils doivent intégrer dans nos lieux de vie, et ils sont finis lorsqu'ils sont confrontés à l'usager dans son usage quotidien. Et ça, si vous regardez bien toutes les activités que vous développez dans votre journée, eh bien, vous verrez qu'il y a beaucoup à faire, quels que soient les styles. Je ne parle pas du style à ce niveau-là. Donc l'ergonomie, l'usage, faire en sorte que nos produits s'adaptent à nos évolutions de vie. S'adaptent à l'évolution de la vie et à la façon dont on se comporte. Or, notre génération, regardez, vous avez tous, je suppose, des grands-enfants. Je les ai appelés la génération vautrée. J'ai même écrit un bouquin sur le sujet. Vous avez pu remarquer, ils sont comme ça, quoi.
Hein, jusqu'à quand allons-nous contraindre le corps au lieu de s'adapter à sa façon de se comporter? Ok. Donc on a bien compris qu'il y a plein de vecteurs qui peuvent produire l'innovation, qui peuvent produire des idées. La cuisine, de ce point de vue, a fait beaucoup d'évolution, puisque c'est un bel exemple, la cuisine. Hein. Le domaine de la cuisine, qui est sans doute la pièce qui a le plus évolué ces 20 dernières années, est précisément l'exemple sous l'influence de l'électroménager et en même temps l'ergonomie de la préparation culinaire, puisqu'aujourd'hui on sait que ça intéresse tout le monde. Donc on a élevé les plans de travail, on a arrondi les angles pour que une femme enceinte puisse caler son ventre. En même temps, ça a une vertu vis-à-vis des risques domestiques, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de personnes âgées, notamment, se prenaient des hématomes dans les angles, donc il vaut mieux faire des courbes, enfin, etc. Donc, vous voyez, ça joue sur des détails, mais qui ont leur importance. Alors ces détails, on les traite avec qui? Avec des designers. Et alors, quand est-ce qu'ils interviennent, ces designers, pour essayer de faire en sorte que toutes ces observations ne soient pas des choses un peu prototypes, ou des choses un peu, j'arrive pas à trouver le nom, mais un peu paramédicales, comment on fait? À quel moment on les fait venir? À quel moment tu les impliques? Alors moi, je dirais deux choses. D'abord, ça c'est un message aux chefs d'entreprise, le design, c'est une discipline comme une autre. Alors, on a, dans notre domaine plus particulièrement, une sorte de gêne, c'est que le design est compris comme une sorte de style. Quand j'ai une journaliste qui m'appelle en me disant quand on entend par style design, je meurs. Mais ça existe. Tu dois mourir souvent. Parce que, figurez-vous que, enfin, vous avez constaté, on n'est plus reconnu dans le design en faisant une chaise, même si elle n'est pas confortable, qu'en étant patron du design chez Siemens, ou chez Schneider, ou chez Renault. C'est pas très grave. Alors c'est quand même dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, je dirais une première chose, le design est une discipline comme une autre. Et le design, comme d'autres disciplines, a besoin des autres disciplines. C'est-à-dire qu'on ne faut pas opposer, j'entends souvent aussi des discours, on oppose le design à l'ingénierie, ou on oppose le design au marketing en disant il y a des tyrannies. En fait, il y a des tyrannies dans toutes les disciplines, donc stop. Moi je dis qu'on a besoin de tout le monde, et que personne ne peut faire tout seul, et le design en particulier. Mais l'avantage, ça c'est le deuxième message du design, c'est que c'est une discipline de synthèse. Et que le bon design, c'est le design qui exprime, au bout du compte, puisqu'il met en forme, au sens strict du terme, l'ensemble des ingrédients qui, à la fois, peuvent s'évaluer en termes de performance ou de bénéfice d'usage sur le plan fonctionnel, au même titre qu'en termes d'émotion sur le plan du sens. C'est complexe. Et c'est en cela que le design est le plus performant. Et si vous regardez tous les exemples qui, non seulement ont performé, mais en plus durent dans le temps, comme par hasard, ils intègrent ces deux éléments. Et donc c'est là où le design peut avoir une vraie contribution, à la fois au niveau de la réflexion, mais bien sûr au niveau de la mise en forme, parce que si on ne s'adresse qu'à des ingénieurs, c'est une question de pli du cerveau, je pense, ça va être peut-être très efficace, mais ça va être sacrément emmerdant. D'ailleurs, bon, petite pierre dans votre univers, c'est vrai que les téléphones, bon, ils sont de plus en plus intelligents, machin. Enfin, il y a quand même beaucoup à faire sur le plan de l'ergonomie. Bon, par exemple. Ou des logiciels de gestion comme PeopleSoft. Je pense que vous devez certains les utiliser. C'est au niveau de l'ergonomie, on aurait beaucoup à redire. Voilà. Alors que c'est pour gérer des hommes et pour évaluer des gens. Exactement. Donc c'est l'humain, c'est la légitimité, c'est la sensibilité, c'est faire en sorte que ces objets, presque on les oublie, qu'ils fassent partie de notre vie. Et, Pas qu'on les oublie, mais qu'on puisse vivre sans les critiquer, parce qu'ils sont à la fois efficaces et aimables. Très bien. Alors justement, on parle de designer, on sait un peu plus ce que c'est qu'un designer. Où est-ce qu'on les trouve, ces bons designers ? Parce que c'est pas évident. Quand on est un chef d'entreprise, on dit ok, je vais jouer la carte du design, comment je fais ? Alors, il faut savoir, première chose, que la France forme de très bons designers. Qui sait, par exemple, que le patron du design Kenwood à Tokyo est un Français ? Vous voyez, c'est intéressant quand même, parce que bien souvent, on a des a priori comme ça, ou des idées préconçues sur le Japon ou des autres pays. On a de très bonnes écoles, et une autre particularité de nos écoles, c'est qu'elles sont très diverses. C'est-à-dire qu'entre l'ENSI et l'ENSAD, c'est pas la même formation.
les écoles des beaux-arts comme Saint-Étienne ou Reims, ça n'est pas la même formation. Bon, d'autres écoles comme Strat Collège, c'est pas la même formation. Et tant mieux. C'est-à-dire que là encore, c'est une des particularités françaises que cette diversité par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus homogènes dans leur façon d'être, comme les Italiens par exemple, les Allemands ou les Scandinaves. Et cette qualité nous est tout à fait reconnue au plan international, ce qui fait le succès de notre population créative partout dans le monde. Bon, c'est la première chose. Alors ensuite, où on les trouve? Je veux dire... Déjà, allez sur le site VIA, vous avez 800 dossiers de designers français et plus d'une cinquantaine de designers étrangers, enfin européens, sur notre Agora des créateurs, avec leurs dossiers, leurs connexions par Internet. Ça, c'est la première chose. Et puis, autre chose qu'il faut dire, c'est que le choix d'un designer, c'est très particulier parce que c'est à la fois, bien sûr, trouver une compétence, mais c'est aussi trouver une connivence. Et cette connivence, elle doit être réelle entre le chef d'entreprise et le designer. On n'achète pas le design sur catalogue. Ça, c'est pas possible. Celui qui pense qu'il peut acheter un modèle comme ça et faire tout seul, ça ne marche pas. Pour bien travailler dans cette discipline, il faut que ça dure dans le temps. L'allié de la création et de l'innovation, c'est le temps. Et c'est pour ça que c'est un autre problème que l'on rencontre dans les petites et moyennes entreprises. Parce que bien souvent, c'est le chef d'entreprise lui-même qui doit prendre sur son temps, qui est déjà bien occupé, pour s'intéresser à cette notion. Il utilise bien souvent son équipe déjà constituée pour, là aussi, leur dire si vous avez le temps, ce qu'ils n'ont jamais, vous penserez à ça, donc on n'y pense jamais. Pour que ça réussisse, il faut vraiment qu'il y ait une personne dédiée, en relation directe avec le chef d'entreprise décideur, et qu'on laisse le temps aux choses et aux réflexions pour qu'on aboutisse à quelque chose d'efficace. Si ce n'est pas le cas... C'est compliqué. Alors justement, on parle de temps. Combien de temps faut-il pour qu'une innovation devienne un produit? Je pense que les deux questions sont un peu liées. Alors, je distinguerai deux démarches. La démarche qui consiste à adapter les produits existants, parce que ça, c'est un vrai travail de base. Ça peut aller assez vite. Il y a bien souvent d'ailleurs des offres qui sont plus efficaces parce qu'il n'y a pas eu assez de réactivité par rapport à la façon dont on évolue dans l'usage. Et ça peut aller assez vite. En revanche, si on part de zéro pour créer un nouveau produit, c'est minimum 3 à 5 ans. Alors là aussi, on parlait des relations, des fortes relations qu'il doit y avoir entre le designer et le chef d'entreprise. Le fait que cette relation existe permet au temps de développement d'être raccourci. Bien sûr, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans le processus créatif, l'acte de décision crée beaucoup de retard. Et il est clair que si le design est un sous-service du marketing ou de l'ingénierie, ça ne favorise pas l'éclosion des bonnes idées, ou souvent elles restent dans le tiroir. Vous savez, moi, personnellement, j'ai changé 9 fois de secteur d'activité en 38 ans de carrière. Et donc, et à chaque fois, quand j'ai ouvert les tiroirs des entreprises dans lesquelles j'ai été, j'ai trouvé des choses incroyables qui n'avaient pas pris une ride, qu'on n'a pas exploitées. Et ça, c'est terrible. Et je suis sûr que si chacun d'entre nous retourne dans sa boîte et regarde dans les tiroirs, vous verrez qu'il y a un potentiel énorme. Et bien souvent, on a laissé ça de côté parce qu'on n'a pas pris le temps de s'en occuper. Ok. Bon, donc, c'est assez riche. Vous voyez qu'on pourrait passer des heures à discuter autour du design. J'aurais voulu, pour conclure, demander à chacun, c'est pas facile encore comme question, mais en une phrase, c'est quoi le design ? C'est surtout permettre l'adoption en fait, voilà, des produits ou des services qu'on invente en fait. D'accord. Pour moi, le design, c'est pas seulement le style, c'est vraiment la conception, l'innovation. Très bien. Et Gérard ? Alors pour faire simple, c'est aboutir à un produit ou un service bon parce qu'efficace et beau parce qu'aimable. Alors, à mon tour, parce que j'ai travaillé un peu là-dessus, alors j'aime bien une phrase qui a été écrite, j'ai essayé de traduire, mais qui a été écrite par un Américain, et qui dit que le design permet de faire évoluer des situations existantes en les transformant en situations préférables. Ça a été écrit par Herbert Simon, qui a été prix Nobel de l'économie en 1978,
Et je trouve que c'est une assez belle phrase, en plus écrite par quelqu'un qui s'intéresse à l'économie. Et donc ça prouve que, encore une fois, je vais répéter good design, good business. Et puis je voudrais citer comme ça à la volée quelques belles innovations que vous avez peut-être dans votre poche, comme le stylo à billes cristal de Bic, qui est quand même un objet qui tient le coup depuis 40 ans. On voit son niveau, on peut le mettre à sa ceinture, il ne fuit pas. L'iPhone, évidemment, l'iPad, Nespresso, Facebook, la montre Swatch, l'espace de Renault, qui était une grande innovation, 85, les ciseaux Fiskars, qui ont su exister parce que justement ils ont mis en avant cette ergonomie qui est illustrée par cette couleur orange qu'on reconnaît, qui se différencie des autres. L'aspirateur sans sac de Dyson, le tire-bouchon Screwpool, le post-it, la carte à puce, la friteuse sans huile de Seb, la brique Tetra Pak, qui est une grosse innovation. Et puis pour te faire plaisir, parce que c'est dans l'ameublement, les Clouds des frères Bouroulec, qui sont une belle innovation. Donc vous voyez, tout ça c'est des succès de marque, des succès d'image, des succès financiers. Donc maintenant c'est à vous de jouer, j'allais dire. On peut y ajouter des composants. Toi, regarde ça. Il n'y a plus de charnière. Oui, il n'y a plus de charnière. Il n'y a plus de charnière, c'est juste un pliage. Et ce sont deux jeunes berlinois qui ont conçu ça. Ils sont arrivés la première fois au Silmo à Paris, quasi en bicyclette. Aujourd'hui, ils sont pas loin d'être milliardaires l'un et l'autre. Donc, et c'est une forme classique, c'est la forme Pentos qui est universelle. Mais il n'y a plus de vis. Et il y a des porteurs de lunettes, vous savez ce que c'est que de perdre une vis normalement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste un petit peu de temps pour des questions, n'hésitez pas. On est tous là pour essayer de vous répondre et de vous éclairer. J'ai une question, c'est bonjour. Je les ai pas vus. J'ai rien sur la tablette. Monsieur Balloun, est-ce qu'il y a Monsieur Balloun dans la salle? Parce que j'ai pas les questions qui sont apparues. Bon alors c'est peut-être plus simple que vous me la posiez. C'est pas ergonomique. Ou c'est... Ah voilà. Alors... Alors, non, c'est encore pire. Alors, pour une start-up, où trouver de bons designers pas chers? Alors, c'est vrai que je m'attendais bien à ce qu'on pose la question du prix. Si vous intégrez un designer dans une entreprise, c'est bon, on va dire grosso modo c'est le prix d'un ingénieur ou d'un technicien supérieur, au moins au départ. Bon, après, je veux dire, il y a des tas de designers qui sont eux-mêmes, qui commencent leur carrière et qui font confiance à des startups et qui se font rémunérer sur royauté. Alors évidemment, ils prennent le risque au même titre que l'entreprise, mais ça se trouve, et notamment chez les jeunes. Donc n'hésitez pas, encore une fois, le VIA est à votre disposition pour vous fournir des contacts avec des jeunes designers qui seront ravis de vivre des expériences. Alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps, bien évidemment, mais... on trouve des designers à tous les prix et il ne faut pas penser que tous sont des superstars. Si vous le permettez, je peux compléter la réponse. Avec plaisir. Donc je pense qu'une manière de... Puisque la question c'était comment trouver des designers pas chers, c'est justement de travailler sur un mode innovation ouverte, partagée, mutualisée entre différentes startups, PME et entreprises, ce qui fait que ça permet vraiment de réduire les coûts. Donc là, je pense que les gens peuvent m'écrire. Mon adresse email, elle est extrêmement simple. C'est michel.ida, et ida c'est au tableau, c'est en 3 lettres, ida, @cea.fr. On est en train de vraiment construire cette offre, donc en innovation partagée, à destination des PME et des startups, pour justement rendre ces ateliers design et l'ensemble du processus de conception et d'innovation accessible aux PME, pas seulement aux grands groupes. Donc je pense que c'est une manière d'y arriver, ça aussi. Alors, une question pour toi. Comment Minatech gère la propriété industrielle? Alors, dans notre plateau d'innovation, et plutôt en général sur ce processus d'innovation ouverte et partagée, comment gère-t-on la propriété industrielle et même la propriété des idées? Parce que avant la propriété, c'est pas qu'une question de brevet, c'est aussi une question de propriété des idées.
Bon, imaginez un groupe de PME dont je viens de parler, qui travaillerait, mettons, à une dizaine d'entreprises non concurrentielles, mais autour d'un sujet commun. Bon, à chaque fin de cycle de séance de créativité, on va élaborer une liste d'idées. Et cette liste d'idées, on va la renvoyer à chacune des sociétés. Et on a un délai d'environ 1 mois ou 2 où les experts à l'intérieur de ces sociétés vont pouvoir décider de préempter telle ou telle idée. Puis après, on se retrouve. Et d'un commun accord, en fonction justement des secteurs de marché sur lesquels on se trouve, on va candidater pour préempter ces idées. Et tantôt, on va les partager, tantôt, elles seront la propriété d'une seule entreprise en fonction justement des intérêts. Bon, voilà comment on la gère. Pour les brevets, c'est la même chose. C'est-à-dire que si plusieurs entreprises sont intéressées par le même brevet, dans la mesure où on va réunir des clubs d'entreprises qui ne sont pas directement concurrentes, eh bien, on va se répartir les brevets, ou alors on va déposer plusieurs brevets le même jour à la même heure sur l'application, sur la techno ou sur un service. Voilà comment on traite. D'accord. Une question ? Il y a peut-être un micro. Si, voilà, il y a un micro qui arrive. Oui, bonjour. Je travaille à la Commission européenne dans le département qui s'occupe d'éco-conception. Et je voulais savoir comment chacun de vous intègre la dimension environnementale, puisque je vois bien qu'au CEA, c'est très intéressant de faire travailler des designers sur comment on peut faire vivre demain une société post-énergie fossile et comment on peut l'imaginer. Et nous, l'éco-conception, on le voit un petit peu aussi comme le fait de penser que le designer, dès le début, du moment où il pense le produit et son futur usage, réfléchit à comment alléger l'impact environnemental. Et on a beaucoup d'exemples qui remontent d'innovation grâce à ça, parfois pas coûteuses du tout et pas technologiques, et avec des succès commerciaux. Et je voulais savoir comment... Et ça suppose d'aller chercher l'info. Souvent, la technologie est disponible, mais pas suffisamment connue, où il n'y a pas les bons relais. Je voulais savoir si vous aviez quelques exemples. Comme vous avez parlé du CEA, je prends la liberté de commencer à répondre. Hein, voilà. Nous, tout à l'heure, je vous parlais de la bande de copains qu'on crée finalement dans ces clubs. Bon, par exemple, aujourd'hui, on a dans l'équipe l'ancien patron du développement de Greenpeace Europe qui est passé chez Renault il y a quelque temps sur le développement des véhicules électriques. Donc on va intégrer d'abord des gens qui ont des compétences proches justement de l'éco-conception et qui ont cette idée en tête. Alors après, ça amène évidemment à changer complètement la donne. Regardez par exemple les panneaux solaires qu'on a développés récemment. Les panneaux solaires que vous trouvez dans le commerce sont des panneaux solaires qui sont complètement assemblés, ce qui fait que quand vous voulez les recycler, eh bien vous ne pouvez pas les recycler correctement, puisque vous avez en même temps les dalles de verre, les composants, les conducteurs, tout est soudé, c'est un monobloc et ça ne marche pas. La technologie qu'on a développée, on s'est posé cette question au départ justement, et on la pose à chaque fois au départ. Et donc aujourd'hui, on a développé une technologie, vous avez 2 plaques de verre. Entre les deux, vous avez bien les cellules photoélectriques et les conducteurs, mais finalement, tout est assemblé en les mettant sous vide, avec un joint entre les 2 plaques de verre. C'est tout bête. Donc on l'a breveté, évidemment, on a tout un tas de brevets là-dessus. C'est tout bête, mais à la sortie, quand vous voulez le recycler, vous l'avez pensé au départ avec les designers et les ingénieurs. Donc il suffit de casser le vide, vous détachez les composants, et ils sont recyclables séparément. Bon, voilà comment on procède, par exemple. Je laisse la place aux collègues pour répondre, peut-être. Il y avait une autre question monsieur. Oui, bonjour, Jean-François Serre. Moi, je voudrais revenir sur la question qui a été posée par un des assistants là, dans la salle concernant la recherche de bons designers pas chers. Alors, je comprends bien la préoccupation qui anime tout chef d'entreprise, effectivement, de minorer ses coûts, mais je ne voudrais pas qu'on en déduise que le design est un sous-produit de l'ingénierie ou du marketing et que ces prestations n'ont pas vocation à bénéficier d'un tarif respectable et économique et viable économiquement pour toute agence. Tous les designers ne sont pas des Philippe Stark, mais tous les designers n'ont pas vocation à être rémunérés au SMIC. Je crois, pour rejoindre ce que disait Bernard Lézé, il y a de bons designers à la sortie des écoles, il y a de bons designers en agence, il y a d'excellents designers dans les entreprises. Donc ensuite, c'est une relation commerciale et un affect qui se noue avec le chef d'entreprise ou les services de l'entreprise et le designer.
Mais je veux dire que le pas cher ne doit pas être le motif unique de la recherche. J'aurais dû évidemment réagir au pas cher, parce que je pense que à partir du moment déjà où on met le mot pas cher, on part d'un mauvais pied. Et voilà, oui, le design est accessible, et d'autant plus accessible que quand on l'a fait entrer dans une entreprise et qu'il a fait ses preuves et qu'il a trouvé sa légitimité, la notion de coût n'existe plus. Moi, on signait, j'étais précédemment au design chez SEB, au groupe SEB, on signait à peu près 200 contrats par an avec des designers. On n'a jamais eu de problème de coût, parce que c'était considéré comme quelque chose d'utile, quelque chose de légitime, que de travailler avec un designer et qu'il soit rémunéré à un juste prix. Et le design, il y a cette phrase, ne pas faire de design coûte cher. Et le design, c'est un prix, mais c'est un prix qui est à lisser dans le coût général d'investissement d'un produit dans une entreprise. Mais si on part en disant le design pas cher, il faut mieux pas en faire. Ouais. Encore 2 questions, il y a 3 questions. On va aller vite. On va aller vite. Oui, bonjour, Alexandre Templier. Une question par rapport à votre définition du design des situations existantes. Faire évoluer des situations existantes en les transformant en situations préférables. Exactement. Alors la question c'est, dans quelle mesure est-ce que les designers, dans leur formation et dans leur pratique, s'appuient sur des démarches analytiques d'observation de situations existantes pour identifier les situations préférées, de manière à définir les situations préférables. Dans quelle mesure est-ce que les techniques d'analyse ont un rôle et quel rôle ont-ils? Alors j'ai juste une anecdote et après je laisserai la parole. J'avais eu la chance de rencontrer Enzo Mari il y a quelques années à Milan chez lui, designer, vieux designer mais de renom, et il m'avait montré sa collection de têtes de marteau, parce qu'il avait été obligé, enfin on lui avait fait une commande d'outils, et évidemment pour pouvoir faire ce nouveau marteau, il n'allait pas le réinventer, donc il a étudié, il avait une 50aine de têtes de marteau qui étaient posées sur une étagère, et c'était assez intéressant. Donc effectivement le bon designer, il va regarder ce qui s'est passé, il va prendre le meilleur et il va essayer de le réécrire, de le reformaliser avec de nouveaux usages, avec des ingéniosités nouvelles qu'il va pouvoir mettre en avant et qui vont faire la différence par rapport aux produits existants. J'ajouterais, parce que Gérard Lézé a bien insisté là-dessus tout à l'heure, il ne faut pas considérer le travail des designers seul, isolé. Nous, par exemple, on associe dès le départ les designers avec des gens de la sociologie des usages et du marketing pour effectivement prendre en compte ces questions-là dès qu'on a les premières maquettes et capitaliser sur des tests qu'on va faire, alors soit en groupe focus avec une dizaine ou une quinzaine de personnes, soit sur des enquêtes statistiques avec quelques milliers de personnes. Et ces résultats, on les réinjecte dans la boucle de conception pour faire évoluer justement le design. C'est fondamental. Les designers seuls ne peuvent pas travailler, les ingénieurs non plus, les gens du marketing non plus, c'est ensemble qu'ils doivent travailler. C'est pour ça que moi je m'insurge un petit peu. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment envie de voir se développer dans nos entreprises un modèle où au lieu d'avoir des services complètement séparés, ou alors simplement, par exemple, le design, le studio de design en dessous du marketing ou des choses comme ça, qu'on les ait au même niveau et qu'on crée des passerelles un peu dans le style flat organization qu'on trouve aux US et qui marche extrêmement bien, et où on va retrouver... tout le monde est admiratif devant le succès d'Apple aujourd'hui. Pourquoi ? Steve Jobs, à côté de lui, il a un groupe de 5-6 designers qui pilotent évidemment d'autres personnes, en permanence en connexion avec les gens des sciences humaines et en connexion avec les gens de l'ingénierie. Mais ça, au même niveau. Pas dans des structures hiérarchiques qui castrent complètement l'innovation. Au bout de chaîne, en fait. Un designer n'intervient pas effectivement au bout de chaîne. Il doit s'imprégner dès le départ, en fait, de tous ces trends de marché, de toutes ces observations de comportement et d'usage. Et mes 3 expériences de designer au sein de grosses entreprises, donc chez Merloni dans l'électroménager, j'étais directement rattaché à la direction générale. Dans le groupe SEB, j'étais directement rattaché à la stratégie et à l'innovation. Et chez Schneider aujourd'hui, je suis directement rattaché au patron de la stratégie et de l'innovation. Donc c'est important qu'on puisse être à niveau d'égalité. En tout cas, créer un produit, c'est un maillon. C'est 7 maillons. On ne va pas rentrer dans le détail de ces 7 maillons, mais c'est 7 maillons qui permettent de faire ce produit. Et il faut que tous ces maillons aient la même force et la même légitimité dans un système. Et là, on arrive à optimiser l'efficacité d'une entreprise. Pour moi, c'est vraiment la création d'un groupe projet dès le départ, en fait.
ça évite en plus pas mal de pertes de temps derrière, de dire un tel intervient à tel moment de la conception, un tel intervient à tel moment, vous avez toujours des dérapages, je trouve ça... Voilà, pardon. C'est d'autant plus important... Une dernière question et puis on doit rendre la salle. Je veux juste dire que c'est particulièrement important ce que vous venez de dire. Et il y a un déficit, pour aller dans votre sens, dans l'enseignement du design en sciences humaines. Et je milite beaucoup dans les écoles où j'interviens pour introduire des sciences humaines d'une façon beaucoup plus importante, parce que souvent les designers se précipitent dans la forme et sont assez cyniques vis-à-vis précisément du comportemental. C'est à vous. Bonjour. Je suis Guillaume Muller, je travaille en agence de communication, une agence qui s'appelle CIDIES, qui est très mouillée dans le développement durable. Et en vous écoutant, ce qui est frappant, c'est que ce que vous faites avec les objets, c'est ce dont on a l'impression que les sociétés, avec un petit S et un grand S, ont besoin aujourd'hui d'être redesignées, de réexaminer le cahier des charges et redéfinir les fonctionnalités. Parce qu'il y en a qui ont été laissés sur le côté de la route. Ma question, c'est la suivante. Nous, on a des outils pour ce redesign, mais est-ce que vous avez des exemples et des solutions pour que cette manière de travailler que vous avez infuse sur carrément la philosophie de l'entreprise, et comment ça se passe pour passer de cette logique de groupe d'innovation ouverte en design pour l'étendre à l'ensemble de l'organisation? Est-ce que vous avez des exemples de sociétés ou de périodes de votre vie professionnelle où vous avez réussi à carrément emmener l'ensemble de la boîte dans cette logique comme on en a besoin aujourd'hui face aux enjeux du développement durable? Je peux peut-être répondre très pragmatiquement. C'est la mission que j'ai engagée depuis un an et demi maintenant chez Schneider, qui a décidé de placer le design et l'ergonomie comme élément important de sa stratégie. Et donc évidemment, quand on veut s'engager dans cette démarche, il faut avoir un rôle pédagogique avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle des Design Days. On en a fait 10 depuis un an, qui regroupent 50 personnes à chaque fois. C'est une journée dédiée au design. C'est quoi le design? C'est quoi le design de marque? C'est quoi le design Schneider? Comment travaille-t-on avec des designers? Comment utilise-t-on les règles? On a écrit des règles, parce qu'on ne peut pas faire de design sans règles. Donc on a écrit ce qu'on appelle le Design Notebook, qui sont les règles, comment faire du design Schneider, comment le mettre en place, comment l'utiliser pour ses interfaces, pour ses produits. Donc l'idée, c'est d'avoir 500 personnes qui sont passées par cette formation cette année, 500 l'année prochaine, des gens clés, et puis un support aussi en COMEX 2 fois par an, où on va faire des points avec les gens du COMEX pour leur expliquer ce qu'on a fait et les coups de pouce qu'on a besoin avec leur département pour pouvoir faire progresser l'usage du design dans l'entreprise. Donc effectivement, ça passe par, pour un gros groupe comme Schneider, ça passe par beaucoup de temps dans l'écriture des règles et puis dans le prosélytisme qu'on doit faire au quotidien pour aller faire prendre conscience que c'est important, et puis aussi capitaliser sur des réussites. Donc la première chose, ça a été écrire les règles, la deuxième chose, ça a été propager ces règles, et la troisième chose, capitaliser sur 3 ou 4 succès qui crédibilisent toute la démarche. Encore une question au centre. Ah, une dernière question, allez. Non, il y a atelier après. Bon. Tout à l'heure, quand vous avez cité des noms, je n'ai entendu que des noms masculins. Donc si vous cherchez quelques femmes pour vos journées d'octobre, on peut vous aider. Merci. Désolé, à très vite. Il y aura Marie-Noël Semeria, si vous voulez. Merci. Merci à vous.